Cyril, Melka, sans divan. Alors, bonsoir Diana, bonsoir Stéphanie, bonsoir Nathalie, bonsoir Aïcha, bonsoir tout le monde, ou bonjour Sophie, puisqu'elle est donc à Montréal. Et bienvenue donc dans ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons voir l'angoisse. Qu'est-ce que c'est que l'angoisse et surtout qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, il faut savoir, avant de commencer, que les problèmes d'angoisse sont très difficiles à résoudre et une bonne partie de ces problèmes ne seront jamais résolus. C'est un des problèmes que l'on a aujourd'hui en psychologie, et c'est que, en fin de compte, on peut tellement adapter le monde à chaque personne que les problèmes d'angoisse deviennent de plus en plus difficiles à régler, parce que la solution la plus facile, le plus souvent, c'est d'éviter de se confronter à l'angoisse et de la surmonter. Ce qui fait que ça devient un problème qui va grandissant dans la société occidentale. Alors, avant vraiment de pouvoir parler d'angoisse, il va falloir faire un petit peu le point sur la différence entre les angoisses, l'anxiété, l'attaque de panique, etc. Parce que on a un petit peu l'impression qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur ce que ces mots veulent dire. On les utilise un petit peu de façon interchangeable, alors qu'en fin de compte, il y a des différences entre ces trois choses. Le problème, c'est que dépendamment des courants psychologiques que l'on suit, les définitions vont être un petit peu différentes. Donc vous allez toujours trouver quelqu'un qui va vous dire bah non, c'est pas vrai, ça c'est pas une angoisse, c'est autre chose, l'angoisse c'est ça. Donc on va se contenter de la définition psychologique cognitive qui est utilisée en psychologie cognitive et en psychologie comportementale, tout en sachant que dans le domaine de la psychanalyse, par exemple, ou d'autres choses de ce genre-là, les définitions seront peut-être un petit peu différentes. Alors l'angoisse en elle-même, ça va être un comportement qui est lié à une émotion de peur sans nécessairement un objet externe et sans une identification précise nécessairement. L'angoisse est assez proche de l'attaque de panique, qu'on verra dans un instant, et elle est généralement caractérisée par au moins 4 symptômes à partir d'une liste qu'on va voir dans un instant. Donc vous avez toute une liste de symptômes, et on va dire que si vous avez au moins 4 de ces symptômes dans l'espace de 10 minutes, en moins de 10 minutes en fin de compte, on va parler d'une crise d'angoisse ou d'une situation angoissante. Après, on a l'attaque de panique, que l'on appelle également une crise d'angoisse aiguë, ou crise de panique, ça dépend un petit peu. Et ça, c'est un peu comme la crise d'angoisse, mais ça arrive généralement de façon brutale. Et puis les symptômes vont avoir, ça va être des sueurs, des palpitations, l'impression d'étouffer, on va hyperventiler, des douleurs à la poitrine, des nausées, des picotements, et tous ces symptômes, ils vont être associés à une impression de perte de contrôle et de danger qui est imminent, mais qui est sans lien avec la réalité en fin de compte. Donc les attaques de panique, ça va ressembler énormément à une attaque d'angoisse, ça va juste être un peu plus brutal et ça peut paraître plus fort parce que c'est un petit peu comme si c'est surprenant en quelque sorte. Ça peut être suite à un facteur déclenchant auquel on n'a pas pensé. C'est généralement, ça peut facilement être spontané. Qu'une attaque d'angoisse, on va s'y attendre, on va la sentir monter en quelque sorte. Enfin, la différence avec l'anxiété, c'est que l'anxiété, c'est plutôt une réponse à un facteur de stress ou à une menace qui est plus précise. On va plus facilement identifier
la raison d'une anxiété que d'une attaque de panique ou que d'une angoisse. Et les symptômes de crise de panique, par exemple, ils vont être intenses, ils vont être très perturbateurs, ils vont avoir un sentiment d'irréalité, ce qu'on peut aussi également avoir dans une attaque d'angoisse, que les symptômes d'anxiété ils vont plutôt varier en intensité, de léger à grave, et ça peut aller et revenir et se déplacer en quelque sorte. Les crises de panique, donc c'est généralement soudain. Les crises d'angoisse, c'est quelque chose qui est travaillé ou qui va en montant, en augmentant, mais qui est aussi relativement soudain, alors que les symptômes d'anxiété, ça va être beaucoup plus progressif et ça va augmenter en intensité au fil de minutes ou d'heures ou même de jours. C'est quelque chose qui peut être fait ou qui peut être monté en l'espace de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Que les crises d'angoisse ou les attaques de panique, c'est généralement beaucoup plus rapide. De même, les crises de panique ou les angoisses, elles vont disparaître après quelques minutes, que les symptômes d'anxiété, peuvent persister pendant de très longues périodes qui peuvent aller à plusieurs mois ou même plusieurs années. En quelque sorte, on peut être dans un état d'anxiété à peu près tout le temps, qu'on n'est pas dans un état angoissé tout le temps. Les angoisses, ça va, ça vient, que l'état d'anxiété il peut être quand même plus stable, si on veut dire ça comme ça. Ce que nous allons voir, ça va donc être l'angoisse et l'attaque de panique, puisque c'est à peu près les mêmes principes, ça se ressemble beaucoup. Donc ça va être sur ces deux principes-là, ou ces deux choses-là, que nous allons concentrer ce webinaire. Donc je vous avais dit que la crise d'angoisse, c'était donc une période bien délimitée, donc avec des craintes, des malaises, une certaine intensité, et donc au moins 4 de ces symptômes dont je vais parler maintenant, et qui surviennent en moins de 10 minutes. C'est-à-dire que si ça se passe au travers de toute la journée, ce n'est pas une crise d'angoisse, c'est peut-être plus dans le genre de l'anxiété. Donc vous allez avoir des palpitations, des battements de cœur rapides ou plus intenses, une transpiration généralement accrue, on va avoir des tremblements, on peut avoir une impression d'étouffement, l'impression de ne pas pouvoir respirer, ça peut aller jusqu'à une sensation d'étranglement, une boule dans la gorge ou une boule au ventre. Ça peut être des douleurs physiques que l'on peut ressentir. Généralement aussi on va avoir une gêne thoracique, c'est lié au problème que l'on peut avoir à respirer. On a beaucoup de mal à respirer de manière libre lors d'une crise d'angoisse ou d'une crise de panique. Vous allez avoir aussi souvent des nausées ou une gêne abdominale. Alors ça peut être mal au ventre, tout simplement, vraiment un mal de ventre assez incroyable. Ou ça peut un peu être ce principe de la boule au ventre, comme on le dit. Au Danemark, on a l'expression avoir des papillons dans le ventre. Ça peut être aussi ressenti un petit peu comme ça, un petit peu comme des picotements ou des désagréments au niveau abdominal. Vous allez avoir des sensations de vertige ou même d'évanouissement. Alors beaucoup parle d'avoir peur de tomber dans les vapes, tout simplement, de tomber dans les pommes, de s'évanouir, même si ça leur est jamais arrivé, parce que c'est un petit peu le même sentiment. Ça vient surtout du fait qu'on ne respire pas bien, on ne respire pas à fond, donc on respire de façon assez superficielle, ce qui fait qu'on n'a pas suffisamment d'oxygène tout simplement dans le système et qu'on arrive à manquer d'air et on a ce sentiment d'étouffement, d'étranglement qui peut aller donc au vertige, bien entendu, puisqu'on n'a pas suffisamment d'oxygène dans le sang, et puis qui peut se ressentir comme une sensation d'évanouissement. Donc c'est tout à fait réel par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Il peut y avoir ce qu'on appelle une déréalisation ou une dépersonnalisation. Et ça aussi, c'est sûrement lié au fait du manque d'oxygène, tout simplement dans le sang ou dans le corps, qui fait qu'on a un petit peu l'impression d'être à l'extérieur de soi-même et de se voir presque de dehors, de se voir comme une troisième personne en quelque sorte.
Vous avez aussi la peur de perdre le contrôle de soi, on a peur de devenir fou, on a peur, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer si tout d'un coup je perds le contrôle, je vais avoir une crise, tout le monde va me regarder, tout le monde va me prendre pour un fou, etc. Vous avez la peur de mourir qui vient s'accrocher là-dessus. Et ça aussi, encore une fois, c'est sûrement dû au fait de ce manque d'oxygène, de cette sensation d'étouffement. Une sensation d'engourdissement qui, elle aussi, est due à cette mauvaise respiration. Des frissons, bouffées de chaleur, et puis une fatigue, parce que tout ça, c'est très éreintant pour le système. En fin de compte, notre système physique est en train d'essayer de s'échapper d'une situation de laquelle il ne peut pas s'échapper. On ne peut pas fuir de la situation. Oui, bien entendu, on peut fuir en sortant de la boutique ou en n'entrant pas dans l'ascenseur ou ce que vous voulez. Mais dans beaucoup de situations, on ne peut pas physiquement fuir ou courir, etc. Et donc, on est en train de sur-travailler notre système et de le fatiguer, tout simplement. Et puis, vous avez aussi des pleurs. Les personnes peuvent tout simplement en arriver à pleurer de panique, de peur et d'angoisse. Il y a Diana qui me dit, en respirant avec un masque et lors d'une réunion, plus de 15 personnes présentes et une clim en cours, je commence à tousser et tout ça c'est nerveux jusqu'à l'étouffement. Ouais, tout simplement. Mais là où est le problème, si on veut dire ça comme ça, c'est que bien entendu, c'est pas réel. On n'est pas en train d'étouffer pour de vrai, on va pas mourir. Mais pour notre cerveau, c'est réel. Notre cerveau se l'imagine et tout ce que notre cerveau s'imagine, tout simplement, ça devient réel. Donc, les symptômes, même si c'est sur quelque chose qui n'existe pas, et même si on peut toujours dire à quelqu'un, bon, bah, ça va maintenant, remets-toi, c'est quand même pas aussi mal que ça, et c'est pas dangereux. Mais si votre cerveau s'imagine que c'est dangereux, si votre cerveau se fait le film en quelque sorte, eh ben, vous allez avoir les réactions physiques qui vont correspondre à cet état de danger imminent, ce que vous voulez, et donc vous allez libérer les hormones, les enzymes, un petit peu tout, et ça va tout dérégler, ça va dérégler tout à fait votre système. Bonsoir Nathalie. Donc en gros, on va dire que si en l'espace de 10 minutes vous avez au moins 4 de ces symptômes dont je viens de parler, eh ben, on parle alors de crise d'angoisse. Et si c'est un petit peu plus intense ou si c'est plus violent, on va dire bon ben c'est une attaque panique, c'est une crise d'angoisse aiguë en quelque sorte. On est dans le même quartier, si on veut dire ça comme ça, on est dans le même sac. Tout ça c'est un petit peu la même chose. Alors il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît toujours pas dans l'angoisse, mais il y a plusieurs choses que l'on peut faire pour s'en débarrasser ou en tout cas alléger les symptômes de façon à ne pas se sentir aussi mal que ça. Alors, avant tout, il va nous falloir faire un petit peu un petit tour vers la façon dont, parce que une angoisse c'est une émotion que l'on ressent. Et avant de pouvoir savoir comment on peut gérer cette émotion et comment on peut s'en sortir, il est important de comprendre comment les émotions sont composées, comment on arrive à ce point-là. Quand on parle d'émotion, ou quand on parle par exemple d'une crise d'angoisse, on va dire en A, on a ce qu'on appelle un activateur, c'est-à-dire ça peut être quelque chose qui a démarrer cette angoisse. Ça peut être quelque chose de réel que l'on a vu, que l'on a entendu, que l'on nous a dit, une situation dans laquelle on est, ou ça peut être quelque chose d'imaginé, ça peut être une pensée. Il peut suffire d'avoir une certaine pensée pour avoir des émotions. On peut parfaitement penser à une personne qu'on aime, même si elle n'est pas là, et puis se sentir tout amoureux et perdre totalement le fil de ses pensées. Donc on peut on peut arriver à des émotions en partant de quelque chose aussi ténu qu'une pensée ou qu'une idée ou de quelque chose que l'on voit ou que l'on entend. Bref, tout ça, ça va être le déclencheur. Ça va être le déclencheur de quelque chose de bon ou ça peut être le déclencheur de quelque chose de moins bon, comme une attaque d'angoisse par exemple. Jusqu'ici, on a dit, très bien, une pensée ou un déclencheur ou un activateur en A
va nous mener à une conséquence en C. C'est-à-dire que dans certaines situations, entrer dans un ascenseur ou monter sur un tapis roulant ou devoir aller à un examen ou quelque chose dans ce genre-là, cela nous mène à une conséquence C. C'est jusqu'ici, ça a été le principe sur lequel on est parti en psychologie plus ou moins classique, en disant, ben voilà, si quelqu'un vous dit quelque chose, ou s'il y a une certaine situation, il y aura une conséquence de votre système et la façon dont vous allez, ça va mener à une certaine émotion. Maintenant, on sait que c'est pas tout à fait vrai. Tiens, bonsoir Sandrine. On sait que c'est pas tout à fait vrai parce que si c'était vrai, cela voudrait dire que le même activateur mènerait constamment à la même conséquence, peu importe qui est en cause. Enfin, je veux dire, si vous n'avez pas à manger pendant un certain temps, votre estomac va produire du sucre gastrique, votre estomac va faire des bruits, etc. Ça, c'est la conséquence. Et c'est la conséquence pour tout le monde, pour tous les mammifères, en tout cas tous les êtres humains. Mais ce n'est pas tous les êtres humains qui vont avoir peur d'entrer dans un ascenseur ou qui vont avoir l'impression de ne pas pouvoir respirer dans certaines situations. Donc, là, entre le A et le C, il y a nécessairement quelque chose qu'on a oublié, parce que sans ça, ça serait comme ça pour tout le monde. Et la plupart de ceux qui ont été à l'école savent parfaitement qu'entre A et C, il manque une lettre, et c'est le B, justement. En anglais, on dit c'est le belief, la croyance. Alors, en français, malheureusement, croyance, ça commence avec un C, donc ça ne le fait pas. Donc, on peut dire bah, c'est du blabla, ou c'est du baratin, ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est notre système de croyance. Le système de croyance, c'est la façon non seulement dont on voit les choses, mais c'est aussi ce qu'on en pense, c'est aussi les idées qu'on se fait de la façon dont ça va se développer. Ça peut être aussi certains principes que l'on a, certaines lois que l'on peut suivre, et ces lois, elles sont c'est vraiment presque comme les tables de la loi, c'est certains principes que l'on suit. Alors, psychologiquement parlant, dans le domaine de la psychanalyse, on va travailler sur le fait éventuellement de où viennent ces lois, comment est-ce qu'elles ont été composées, est-ce que c'est quelque chose qu'on a appris à la maison, est-ce que c'est quelque chose qui est dû au fait qu'on a vu le zizi de papa ou autre chose, etc., etc. En psychologie cognitive, on va dire, en fin de compte, on s'en fout de la façon dont ces croyances sont arrivées là, le fait est qu'elles y sont. Et le fait est que ces croyances, des fois, elles nous mènent à des conséquences qui sont désagréables ou qui sont irrationnelles, tout simplement. L'un des plus gros principes irrationnels que l'on a en ce moment, c'est justement ces principes de pensée en positif et en négatif. On a en ce moment, au XXIe siècle, une espèce d'idée que les choses doivent être positives, que l'on doit toujours être positif, qu'on doit toujours être heureux, qu'il y a du positif partout, qu'il y a du positif chez tout le monde, qu'il y a du positif dans toutes les situations. Or, c'est pas vrai. Tout simplement, c'est pas vrai. Il y a des situations négatives. Point à la ligne. Et il est parfaitement normal, dans des situations négatives ou qui ne sont pas communes ou qui sont inconnues ou qui nous demandent certaines choses, il est parfaitement normal d'être inquiet, de ne pas savoir quoi faire, d'être un petit peu interdit dans certaines situations, ou même de trouver que certaines choses sont désagréables ou d'être triste ou ce que vous voulez. On ne travaille pas avec le positif et le négatif, et de vouloir nécessairement voir quelque chose de négatif comme positif, cela veut dire tout simplement qu'on n'en prend pas la responsabilité et qu'on n'en apprend rien. On voit la chose comme elle ne l'est pas, ce qui est très dommage. Donc ce sur quoi on travaille, ça va plutôt être ce qui est rationnel contre ce qui est irrationnel. Il est parfaitement rationnel si vous êtes, par exemple, en fin de compte, la plupart du temps, et ça vous pouvez demander à ma confirmation à ma femme, avant chaque webinaire, je suis extrêmement nerveux. Ça va comme ça en montant, et les 10 dernières minutes,
Je suis extrêmement nerveux et les 5 premières minutes où je parle, jusqu'au moment où je suis accroché par mon sujet, après j'y pense plus, mais avant ça, les premières minutes, je suis extrêmement nerveux. Mais c'est normal. C'est pas naturel de parler à un écran et de parler à des gens de certaines choses qu'on ne voit même pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est normal d'être un peu inquiet, c'est normal d'être un petit peu mal à l'aise. C'est rationnel d'être mal à l'aise dans une situation qui n'est pas courante ou qui vous met mal à l'aise. De vouloir absolument la voir comme quelque chose de positif, c'est totalement débile parce qu'elle ne l'est pas. Elle n'est pas négative non plus dans ce cas-là, mais c'est pas agréable. Un point, c'est tout. En fin de compte, si au moment où je trouve que les choses sont désagréables avant le webinaire, je commence à me dire oh là là, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Et si je me plante? Et si le côté technique ça fonctionne pas comme ça m'est arrivé la dernière fois? Qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais dire? Oh là là, mon Dieu! Et là, tout d'un coup, on est dans l'irrationnel. On est en train de se faire un film sur quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Et là, arrive la crise d'angoisse. Le fait que je sois nerveux avant de commencer, et puis je me dis, bon, bah, si je me plante, j'en mourrai pas, ça nous aide à avancer. Mais si je commence à entrer dans l'irrationnel, je vais me bloquer. Et c'est à ça que vous pouvez voir la différence entre une émotion rationnelle et une émotion irrationnelle. Qu'elle soit positive ou négative, une émotion rationnelle ne vous bloquera jamais. Vous en apprendrez quelque chose, vous serez nerveux ou vous serez dans une mauvaise position, mais ça ne va pas vous bloquer, ça ne va pas vous enlever tous vos moyens. Une émotion irrationnelle va vous bloquer, qu'elle soit positive ou négative. Une émotion irrationnelle positive, ça va être de se prendre vraiment pour le meilleur et le plus incroyable parce que j'ai réussi un examen, par exemple. C'est irrationnel. Parce que ça veut dire que la prochaine fois où je vais le rater, je ne serai plus rien, je serai un nul. Donc on est en fin de compte dans un domaine irrationnel, même s'il est positif. Je vais vous prendre quelques exemples pour bien illustrer le propos. Disons qu'en A, on a une perte. Ça peut être une perte de travail, une perte de quelqu'un qu'on aime, une perte de quelque chose, d'argent, ce que vous voulez. Si votre croyance, c'est ça me fait du mal, c'est extrêmement triste, j'aurais pas voulu ça, etc., vous allez avoir du chagrin. Ça peut être très intense, le chagrin. Mais ça va être du chagrin, ça ne va pas vous empêcher de vivre, d'évoluer et de continuer à avancer, bon gré, mal gré, bien entendu. Si, avec la même perte, vous vous dites mais c'est insupportable, je ne vais pas pouvoir vivre comme ça, je ne vais jamais pouvoir avancer, ma vie est finie, vous allez entrer en dépression. La personne qui est déprimée n'a pas plus de chagrin que la personne qui a du chagrin. Mais elle est bloquée parce qu'elle est bloquée sur un sentiment, sur une croyance irrationnelle. Rien n'est insupportable. Tout ce qui ne vous tue pas n'est pas insupportable. C'est aussi simple que ça. Si on prend une évaluation, et que ça peut être un examen, par exemple, ou un entretien d'embauche, ou tenir un webinaire, par exemple, parce que les gens aiment ou n'aiment pas, hein, et que vous avez en croyance, je ne suis pas parfait, je vais faire de mon mieux, ou même il est important que j'ai ce boulot, il est important que je décroche ce travail, mais je vais faire de mon mieux, mais je ne suis pas invincible, et les choses peuvent arriver, vous allez être inquiet. Vous allez être nerveux, bien entendu, mais vous allez être inquiet et vous allez toujours pouvoir fonctionner. Si, sur la même évaluation, vous vous dites « je suis nul, je ne vaux rien, je ne peux rien faire, et si je n'ai pas ce boulot, tout va s'écrouler, ma femme va me quitter, blablabla, vous allez encore une fois arriver dans l'angoisse, et là, vous allez très mal vous débrouiller pour l'entretien d'embauche ou ce que vous devez faire, et c'est bloqué. Donc, les émotions, quand elles vous bloquent, quand vous vous sentez bloqué, essayez de voir un petit peu quelles sont les croyances que vous êtes en train de vous dire, de vous répéter, et qui vous mènent à ça. Quand on voit tous ces sentiments, quand ces angoisses arrivent, quand ces émotions arrivent, par exemple, si vous avez cette angoisse, vous commencez à transpirer un petit peu, à palpiter un peu, quelques palpitations, quelques tremblements éventuellement parce que vous êtes nerveux. Si vous vous dites, ça y est,
je suis en train de devenir angoissé, je suis en train de perdre le contrôle, et qu'est-ce qui va se passer maintenant si je m'évanouis, et si je panique, ou si j'ai une attaque cardiaque, ou si je fais quelque chose de totalement débile, mais ça serait parfaitement horrible, tout serait totalement planté. Et là, on est parti. Donc, il est important de se souvenir que ce qui vous mène à cette émotion et à cette angoisse, c'est pas l'angoisse de la situation, c'est pas le fait d'entrer dans l'ascenseur ou de devoir avoir un entretien d'embauche ou quoi que ce soit, mais c'est le fait de se dire et de se répéter ces croyances qui en plus de ça ne sont pas vraies. Parce que on va pas mourir, c'est un fait, et si vous vous évanouissez, ce qui peut arriver, hein, pourquoi pas, eh ben il n'y a rien de honteux à ça. Généralement, les gens vous aident à vous relever, on vous donne un verre d'eau et on n'en parle plus. Donc ça c'est un autre système, là c'est le principe du jugement des autres, etc. Ça, j'ai fait un autre webinaire là-dessus, mais il est important de travailler ces croyances qui sont en fin de compte l'angoisse d'avoir une crise d'angoisse. On est en train de se travailler le cerveau avec quelque chose qui n'est pas encore arrivé. La plupart des angoissés vous le diront. Rien que le fait de penser par exemple à monter dans un ascenseur, rien que le fait de savoir qu'ils vont entrer dans un magasin où il y a un ascenseur par exemple et ils ont peur de l'ascenseur, ils vont à la maison commencer déjà à se monter le bourrichon. Oh là là, et si j'arrive là-dedans et que j'arrive devant l'ascenseur, et si je tombe dans les pommes, etc., etc., etc. Donc, ce qui fait que quand ils entrent dans la boutique, ils sont déjà bien remontés. Et alors, rien que l'idée d'entrer dans l'ascenseur, c'est niette. Donc, en fin de compte, il est important de prendre ces différentes croyances et de les travailler, de les contredire, de se convaincre que cette angoisse et cette peur, ça n'est pas abominable, c'est quelque chose qui est parfaitement normal dans la plupart des situations, et que on ne va pas en mourir, mais que c'est désagréable et qu'on peut supporter quelque chose qui est désagréable. Ça n'est pas dangereux, ça n'est pas la fin du monde, ça n'est pas une bombe atomique, c'est une situation désagréable et rien ne dit qu'on ne doit pas vivre une situation désagréable nous-mêmes. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. On a tous des situations désagréables et ça peut paraître long et ça peut paraître très ennuyeux et ça peut paraître ceci et cela, mais on survit. Et comme l'a dit Nietzsche, tout ce qui ne vous tue pas vous renforce. Donc, quand ces espèces de pensées, quand ces angoisses vous travaillent, commencent à vous prendre, c'est là où il faut contrer ces pensées, ces croyances irrationnelles. Maintenant, le truc, c'est que la plupart des gens vont dire, bah oui, mais moi, quand ça m'arrive, c'est trop tard, parce que boum, ça va, ça vient, boum, c'est parti. Ce qui est exact, d'ailleurs. Parce que, en fin de compte, on a tellement pris l'habitude de fonctionner d'une certaine façon, de marcher dans une certaine voie, que la voie est toute tracée. En fin de compte, on a une autoroute à 4 voies qui mènent dans cette direction. Il suffit de démarrer le truc pour que boum, ça y est, c'est bon, c'est parti. C'est pour ça que lorsque je travaille avec mes patients, généralement, je leur fais travailler Bon, alors là, j'ai pris un exemple sur une échelle de 1 à 10, avec la plus grande peur ou angoisse à 10, de leur faire une liste qui commence avec l'angoisse la moins inquiétante et qui se termine avec la plus inquiétante. Alors j'ai dit 10, mais c'est un chiffre comme ça. S'il y en a que 5, il y en a que 5. S'il y en a 15, il y en a 15. Mais donc, ils mettent dans une liste, et ça je vous proposerai de le faire, même vous-même, vous faites une liste de toutes ces situations qui vous angoissent et vous les mettez en ordre, de la situation qui vous paraît la moins dangereuse à la situation qui vous paraît la plus horrible et insurmontable. Et vous allez commencer à travailler la situation numéro 1, bien entendu. Donc là, ce que vous faites, c'est papier-crayon. Alors je sais que c'est la solution miracle du père Malka, même à l'ère informatique. Papier-crayon, et c'est important papier-crayon parce que c'est quand même plus sympa que sur l'écran et il se passe quelque chose d'autre lorsqu'on écrit pour de vrai. Mais bon, si vous avez qu'un écran, vous faites ça à l'écran. Et donc vous prenez les 3 colonnes A, B, C. En A, vous mettez la situation, comme vous l'avez mise en fin de compte sur votre liste. Par exemple, monter dans un ascenseur. En C, vous mettez la conséquence, j'ai des crises d'angoisse, j'ai du mal à respirer, etc. Et puis, après, vous allez sur B et vous mettez les croyances que vous avez.
qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je pense, je vais jamais survivre, je vais jamais surmonter, les gens vont rire de moi. Enfin bref, vous mettez tous les arguments que vous utilisez généralement et qui vous passent par la tête. Généralement, on fait A, C, B parce que on a une tendance plus facilement, on a tellement l'habitude d'aller de A à C sans vraiment penser aux croyances en B, qu'il est plus facile d'aller dans ce sens-là aussi lorsque l'on les écrit. Et une fois que c'est écrit, une fois que vous les avez écrits, vous commencez à les contredire. Trouvez les arguments pour les contrer. C'est pas vrai, ça m'est jamais arrivé. Je suis déjà monté dans un ascenseur, c'était désagréable, mais j'en suis pas mort. Et j'ai pas aimé, mais bon, je vais survivre, etc. Donc vous trouvez les contradictions pour chaque situation. Enfin, pour chaque pensée ou pour chaque croyance. Et puis après, à vous de vous y mettre et de vivre la situation. Et au moment où vous allez la vivre, quand les arguments vont commencer à arriver du côté de l'angoisse, vous avez déjà les contre-arguments prêts pour les contrer. Alors, comprenez bien que ce que je vous explique, ça a l'air vachement simple, et ça l'est. C'est extrêmement simple, mais ça n'est pas facile. Ne confondez pas les deux. Et il va être normal que ça va être difficile dans certains cas, vous allez avoir du mal pour certains cas et pour certaines situations, mais concentrez-vous sur les côtés qui vous ont aidé à avancer. C'est-à-dire que quand vous êtes sorti de la situation, vous avez pris l'ascenseur, vous êtes remonté, etc. La plupart des angoissés vont me dire après ça, bah ouais, mais c'était horrible, j'ai souffert pendant les 2 minutes et demie que ça a mis pour monter dans l'ascenseur, par exemple. Ces 2 minutes et demie m'ont paru être 2 heures et demie. Bref, l'angoissé va se concentrer sur le côté négatif de l'affaire. Alors que moi, je vais leur dire, mais oui, mais vous l'avez fait. Vous avez survécu. Vous avez fait une expérience. Donc, ça s'est bien passé. Ouais, ça a été désagréable, mais vous avez survécu et ça s'est bien passé. La prochaine fois que vous entrez dans l'ascenseur, vous avez une expérience. Donc, quand l'angoisse commence à monter, vous pouvez vous dire non seulement, bah non, c'est pas vrai, je vais survivre et ça va bien se passer, mais en plus, vous allez vous dire, et en plus, je l'ai déjà fait et ça s'est bien passé. Donc, j'ai une expérience positive là-dessus. Donc, j'ai quelque chose sur quoi accrocher tout ça. Et là, ça sera plus facile de monter dans l'ascenseur et de faire les 2 minutes et demie. Ce sera toujours désagréable, mais moins. Après, vous reprenez l'ascenseur une 3e fois. Et de cette façon, on décharge l'angoisse. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez passer à la 2e chose sur la liste. Ne sautez pas les étapes. Si quelque chose vous paraît beaucoup trop difficile, si vraiment vous voyez que tout plante, c'est que vous avez pas bien jugé la difficulté de la chose, donc faites-le descendre un petit peu dans la liste et faites autre chose, ou allez-y plus lentement, ou plutôt que de prendre l'ascenseur jusqu'en haut, prenez l'ascenseur seulement un étage, par exemple. Enfin, bref, là, il est important d'utiliser certaines méthodes pour alléger la pression, pour ne pas vous mettre une pression. Il faut que ça reste un défi, que ce ne soit pas quelque chose que vous pouvez faire sans vous inquiéter, mais il ne faut pas que ça devienne une torture non plus, quoi. Vous faut trouver le moyen, enfin la voie du milieu. Enfin, la dernière des choses qui peut être problématique, c'est ce qu'on appelle le phénomène de résistance. Le phénomène de résistance, c'est quelque chose qui existe dans toute thérapie, quelle qu'elle soit, et dans toute nouveauté quelle qu'elle soit. Le phénomène de résistance, c'est lié à l'inconnu. C'est-à-dire que vous allez avoir, en vous-même, vous savez que telle et telle chose c'est mieux pour vous, vous avez envie de le faire, vous savez que c'est ce qu'il faut faire, vous savez que vous pouvez le faire, mais vous ne le faites pas. Parce que c'est inconnu. Parce que l'angoisse, même si elle est désagréable, même si elle vous fait souffrir, même si ceci, même si cela, vous la connaissez quand même, vous connaissez votre angoisse. Vous savez jusqu'où elle peut aller, vous savez jusqu'où elle va aller, et vous savez où elle va s'arrêter. Et vous savez que les choses vont bien se passer après. Et en plus, on peut vous éviter certains inconvénients. C'est quand même pas aussi désagréable que de monter dans l'ascenseur. Donc vous avez quand même gagné. Il y a un gain à l'angoisse.
Et ça, le phénomène de résistance, c'est ce qui fait que c'est difficile de surmonter. Et là où viennent les problèmes, où viennent se greffer les problèmes, c'est que dans la psychiatrie moderne, aujourd'hui, on a pas mal de médicaments, etc., qui vont vous faire supporter votre angoisse. Donc, on peut vivre comme angoissé le reste de sa vie sur des médocs, ou même des fois un petit peu sans, mais on peut avoir une vie à peu près correcte. Et donc, cela peut avoir une influence qui va faire qu'on ne va pas avoir trop envie d'en faire trop pour surmonter ça, parce que c'est quand même très désagréable d'être face à ces angoisses. Donc ce phénomène de résistance, c'est là où tout va marcher ou craquer. Ça va être dépendant de la ville où vous habitez, de votre entourage, de votre force de caractère, de votre thérapeute, des médicaments que vous prenez ou que vous ne prenez pas, des soutiens que vous avez ou que vous n'avez pas. Enfin bref, là, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte et qui peuvent compliquer énormément les choses. Je sais qu'au Danemark, c'était dans les années 90, ils ont monté une association pour les angoissés. Donc là, tous les angoissés pouvaient entrer dans cette association et donc on pouvait se raconter ses angoisses et avoir un intérêt et être au centre un petit peu de tout ça. Et, je vous dis pas, pour travailler les angoisses de ces personnes-là, c'était quasi impossible parce que il y avait plus de valeur à pouvoir dire mais oui, mais moi j'ai tellement d'angoisses que même les médecins les plus connus peuvent pas m'aider, plutôt que de travailler ces angoisses. Donc vous avez ce phénomène de résistance qui, dans le domaine de l'angoisse et même de l'anxiété d'ailleurs, est très problématique à contrer parce que il y a un marché. Il y a un marché pour les produits pharmaceutiques tout simplement et donc ça peut être dans l'intérêt de beaucoup de garder les gens jusqu'à un certain niveau d'angoisse et de leur faire passer des années de thérapie pour connaître la raison de leur angoisse sans pour autant la travailler. Donc là, ça va être à la personne angoissée de suivre les directions pour aller dans cette direction ou pas. Et ça, seulement le thérapeute ou en travail avec un thérapeute, on peut voir si ça mène à quelque chose ou pas. Je dois admettre qu'il m'est arrivé d'interrompre certains traitements avec des personnes angoissées en me disant bon là on ne peut pas aller plus loin tant que telle et telle chose ne s'est pas vraiment produite. Donc je vous propose qu'on fasse une pause et puis vous travaillez un petit peu avec ça et puis quand vous vous sentez prêt ou quand vous vous sentez prête, recontactez-moi et puis on reprend à partir de là. Parce que ça sert à rien de leur faire dépenser du fric sans pour autant avancer. Voilà, c'était le sujet pour aujourd'hui, donc de l'angoisse. J'espère que vous en avez tiré quelques informations utiles. Si vous avez envie que je parle d'un autre sujet à un moment donné, vous connaissez l'adresse email cyril@malka.fr. Envoyez-moi un petit mail et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Et puis, sans ça, je vous dis à bientôt, d'ici une quinzaine de jours, pour un autre webinaire et podcast. Bonne soirée, au revoir. Des questions? Des suggestions? Écrivez à cyril@malka.fr. Cyril Malka, sans divan.